Au cœur du Sahel, là où le vent porte encore les murmures d'anciennes résistances et de révolutions inachevées, une nouvelle tempête politique était en train de se former. À Bamako, capitale du Mali, le président intérimaire Assimi Goïta se tenait à la fenêtre de son bureau présidentiel, les yeux fixés sur les dunes dorées qui s'étendaient à l'infini au-delà des limites de la ville. Son esprit, cependant, voyageait bien plus loin, vers une décision qui n'allait pas seulement impacter son propre pays, mais résonner à travers toute l'Afrique de l'Ouest. À ses côtés, Mariama Diallo, sa conseillère en communication à l'esprit affûté, feuilletait une pile de documents confidentiels. Sa voix, égale comme toujours, rompit le silence. « Êtes-vous certain que cet hommage est la bonne décision ?» demanda-t-elle en réajustant ses lunettes. « Le monde nous observe, et toute erreur pourrait être perçue comme une faiblesse. Surtout par eux. » Goïta ne répondit pas immédiatement. La tension n'était pas seulement politique, elle était aussi personnelle. Le « eux » auquel Mariama faisait allusion, sans le nommer, désignait les révolutionnaires burkinabés et plus particulièrement un nom qui revenait sans cesse à la une des journaux internationaux, Ibrahim Traoré. À des kilomètres de là, à Ouagadougou, Traoré était assis derrière un modeste bureau en bois, dans ce qui avait autrefois été un bâtiment administratif abandonné, aujourd'hui transformé en centre de commandement. Le jeune leader burkinabé, dont les yeux reflétaient encore toute l'ardeur de la jeunesse, était entouré de cartes, de briefings de renseignements et de dossiers marqués de préoccupations régionales urgentes. Il avait rassemblé des millions de personnes, inspiré l'espoir, et rejeté la dépendance à l'aide occidentale. Mais aujourd'hui, l'unité même pour laquelle il s'était battu était mise à rude épreuve. Son adjoint, Sadio Keita, se pencha vers lui. « Les Russes sont en effervescence. » murmura-t-il. La rumeur du prochain discours de Goïta se répand comme une traînée de poudre. Certains disent qu'il pourrait enfin te reconnaître. Les lèvres de Traoré esquissèrent un léger sourire, non pas de joie, mais d'incertitude. Goïta ne donne rien sans arrière-pensée, murmura-t-il. S'il me loue, c'est qu'il attend quelque chose en retour, ou qu'il craint quelque chose de plus grand. Pendant ce temps, à la périphérie de Ouagadougou, l'activiste Fatima Diarra menait avec passion des manifestations contre la corruption galopante et la violence sans fin qui ravageait le Sahel. Elle n'avait aucune patience pour le théâtre politique. Sa voix résonnait à travers les rues poussiéreuses comme le tonnerre. Cet hommage prétendu, c'est une mascarade, un piège. Mais voyons comment Traoré réagira. S'il plie, nous connaîtrons la vérité. La tension dans toute la région atteignait son paroxysme. Pour beaucoup, cela ressemblait à une partie d'échecs entre deux titans. Goïta, calculateur, réservé, soutenu par la puissance militaire. Traoré, jeune, imprévisible, porté par la volonté du peuple. Mais ce que personne n'avait prévu, c'était le rebondissement qui surviendrait lorsque Goïta prendrait enfin la parole. Le jour du discours arriva dans une étrange atmosphère de calme. Bamako était en effervescence. Les médias internationaux envahissaient les cours du palais présidentiel. Les rumeurs allaient bon train. Goïta dénoncerait-il Traoré comme un populiste déstabilisateur, ou appellerait-il à l'unité? À l'intérieur, Goïta relisait son discours, chaque mot pesé, chaque phrase répétée. Mariama, non loin de lui, ajustait une dernière fois le micro. « Équilibre » murmura-t-elle. « Restez equilibre ». Il monta sur scène, accueilli à la fois par des applaudissements et un scepticisme palpable. Les flashs crépitèrent. Puis il commença. « Parfois, déclara Goïta d'une voix ferme, on nous dit que l'unité est un rêve. Que l'autonomie de l'Afrique est une naïveté, qu'un continent si riche d'esprit doit rester pauvre en pouvoir. Mais je suis ici pour vous dire autre chose. » Il marqua une pause. Toute la salle se pencha en avant. Il existe un jeune homme, non loin d'ici, qui a prouvé le contraire. Un homme qui a tenu tête au courant dominant, qui a refusé d'emprunter sa dignité, qui a bâti un mouvement non sur des promesses étrangères, mais sur la force locale. Le silence devint assourdissant. Je parle, bien sûr, du capitaine Ibrahim Traoré. Un frisson parcourut l'assemblée. À Ouagadougou, Sadio laissa tomber son stylo. Traoré releva les yeux de ses dossiers.
Même Fatima Diarra se tourna vers la radio, incrédule. Traoré, poursuivit Goïta, a éveillé une nouvelle conversation au-delà de nos frontières. Une conversation où l'Afrique parle de sa propre voix. Où l'expression nouvel argent africain ne désigne plus l'aide étrangère, mais la souveraineté économique, le contrôle des ressources et l'innovation née de notre propre sol. Il prit une inspiration profonde. Nous avons souvent été divisés par la langue, par les frontières coloniales, par des intérêts étrangers. Mais dans la défiance de Traoré, je ne vois pas une rébellion. J'y vois les germes de l'unité africaine. À cet instant, les médias internationaux s'embrasèrent. Cet hommage inattendu bouleversa toutes les suppositions. Depuis des années, Goïta et Traoré étaient perçus comme des rivaux, deux dirigeants enfermés dans une lutte silencieuse pour le contrôle du Sahel. Et pourtant, voici que le président du Mali se rangeait publiquement aux côtés de celui qui était devenu le symbole de l'autonomie africaine. Dans les rues du Burkina Faso, des cris de joie éclatèrent. Fatima Diarra leva le poing vers le ciel. « Peut-être, » murmura-t-elle, « peut-être que cette fois, c'est réel. » Plus tard dans la soirée, Traoré s'adressa à son peuple en réponse, non avec orgueil, mais avec grâce. « Nous ne dirigeons pas pour la reconnaissance, » déclara-t-il. « Nous dirigeons pour que notre peuple ne plie plus jamais. Et si les vents de l'unité se lèvent enfin, qu'ils élèvent chaque voix sur cette terre. » Cette nuit-là, quelque chose changea. Les frontières ne disparurent pas, mais les esprits, eux, commencèrent à s'ouvrir. Pour la première fois depuis des décennies, la région s'imagina comme un seul corps, battant d'un seul et même cœur. Et dans ce battement partagé résonnait un nom, Ibrahim Traoré, non seulement comme un homme, mais comme un mouvement. Sur le podium de Bamako, Goïta réajusta le microphone. « Les mots ont du poids ici », déclara-t-il d'une voix calme, mais calculée. Surtout lorsqu'il s'agit de reconnaissance publique. Un silence suspendu envahit la foule tandis qu'il entamait son discours. Les caméras tournaient. Les observateurs retenaient leur souffle. Il parla des immenses défis du Sahel, pauvreté, terrorisme, pillage des ressources et de l'urgence d'une réponse régionale unifiée. Puis vint la phrase que personne n'attendait. Aujourd'hui, je reconnais officiellement Ibrahim Traoré comme un héros du Sahel. Sa voix, résolue, résonna à travers la chambre de marbre. Il incarne la résistance et la détermination qui poussent nos peuples en avant. L'impact fut immédiat. La salle explosa, certains applaudirent instinctivement, d'autres échangèrent des regards inquiets. Des murmures de suspicion parcoururent la galerie de la presse. Était-ce un rameau d'olivier tendu ou un piège politique? À Ouagadougou, Traoré regardait la retransmission en silence, entouré de ses plus proches alliés, Sadio Keita et Fatima Diarra. « Ils vont utiliser cela contre toi », prévint Sadio, les yeux plissés. « C'est peut-être un coup d'échec. Destiné à te présenter comme un allié tout en contrôlant le récit. » Fatima, toujours combative, frappa du poing sur le bureau. « C'est une farce », s'exclama-t-elle. « Il manipule l'histoire pour gagner les faveurs internationales. Ne le laisse pas définir qui tu es. » Traoré demeura silencieux, absorbant toute la complexité de l'instant. Était-ce un piège? Ou, d'une certaine manière, un tournant? Il s'éleva brusquement. « Je ne répondrai pas par des conférences de presse, » déclara-t-il. « Je répondrai face à face. » La pièce se figea. Même Sadio sembla surpris. « Je vais à Bamako. » Le voyage fut rapide, mais chargé de tension. Lorsque Traoré posa le pied sur le sol malien, une foule l'attendait, non avec colère, mais avec un étrange mélange de curiosité et de respect. Cet homme, autrefois perçu comme une menace, se tenait désormais dans leur capitale, sans garde, sans hésitation. Goïta le reçut en privé, loin des journalistes. Leur rencontre fut sobre. Pas de fanfare. Pas d'applaudissements. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» demanda Traoré, d'une voix ferme et sincère. « Pourquoi ce discours ?» Goïta esquissa un faible sourire. « Parce que tu mérites d'être reconnu. Et parce que, peut-être est-il temps d'arrêter de combattre des ombres et de commencer à bâtir des avenirs. » L'air entre se fit plus dense. Aucun des deux ne faisait totalement confiance à l'autre. Et pourtant, quelque chose de plus profond s'agitait.
Une vérité inconfortable qu'aucun ne pouvait ignorer. Dans l'ombre, Mariama Diallo, la conseillère de Goïta, observait attentivement. Elle percevait ce que beaucoup d'hommes politiques ne voyaient pas. Il ne s'agissait pas seulement d'une rivalité, c'était l'histoire en marche. Deux hommes, écrasés par les attentes, réunis par le devoir. Peut-être est-il temps de repenser notre approche, souffla-t-elle doucement. Le Sahel n'a pas besoin de royaumes fracturés. Il a besoin de dirigeants qui marchent côte à côte. Pas l'un contre l'autre. Ces paroles flottèrent dans l'air. Le lendemain matin, Traoré et Goïta se rencontrèrent à nouveau. Cette fois, sans titre, sans cérémonial, juste deux hommes, deux voix, et le poids d'un continent suspendu entre eux. Tu sais que cet hommage, dit Traoré, peut être perçu comme une arme politique. Je ne veux pas être utilisé comme un symbole de ce que je ne suis pas. Goïta acquiesca. Et je ne souhaite pas que mes intentions soient mal interprétées. Je crois que le peuple a besoin de plus que de la politique. Il a besoin d'unité, de vision, d'autre chose. Il posa un document sur la table. C'était une proposition. Un sommet conjoint, déclara-t-il, sur l'indépendance économique de l'Afrique. Le nouvel argent africain, construit par nous, pour nous. Pas de chaîne du FMI. Pas de piège de dettes étrangères. Nous contrôlons les ressources. Nous fixons les conditions. Les yeux de Traoré se plissèrent. C'était audacieux. Dangereux. Mais nécessaire. Et ensuite, demanda-t-il. Nous l'organisons ensemble, répondit Goïta. Non pas en tant que rivaux, mais en tant que leader africain. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Fatima menait des manifestations de masse. Nous ne mangerons pas des discours, scandait la foule. Leurs pancartes clamaient. La dignité n'est pas à vendre, du changement réel, pas des éloges, et ne soit pas leur symbole, soit notre voix. Fatima savait que la prochaine décision définirait l'héritage de Traoré. Il doit nous représenter tous, déclara-t-elle à la foule, pas seulement son propre nom. Puis, l'inattendu se produisit. 3 jours plus tard, lors d'une conférence de presse conjointe marquante, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta apparurent côte à côte. Aujourd'hui, commença Goïta, nous annonçons la création de l'initiative de souveraineté économique du Sahel. Une coalition de nations engagées pour l'unité africaine, fondée sur l'autosuffisance africaine. Traoré avança à son tour. Ce n'est pas une alliance de circonstances, déclara-t-il. C'est une alliance de conviction. Plus de dépendance. Plus d'avenirs empruntés. Nous sommes les architectes de notre propre destin. Le monde entier observait, stupéfait. Le moment devint viral. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. La jeunesse africaine vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Des dirigeants choisissant la coopération plutôt que l'ego. Fatima, debout parmi ces manifestants, regardait l'annonce en direct. Une larme glissa sur sa joue. Peut-être, murmura-t-elle, peut-être que c'est le commencement pour lequel nous nous sommes battus. L'air à Bamako bourdonnait d'anticipation. Plusieurs jours avaient passé depuis l'hommage inattendu de Goïta, et à travers tout le Sahel, les peuples attendaient une chose, la réponse d'Ibrahim Traoré. Le leader burkinabé avait passé des nuits blanches à écrire, raturer, réécrire. Il savait que ces mots ne résonneraient pas seulement à travers les micros, mais à travers l'histoire elle-même. « Je dois dire la vérité », confia-t-il à Sadio, d'une voix basse mais ferme, même si cela doit me coûter du soutien. Sadio hocha lentement la tête. Il respectait l'intégrité de Traoré. C'était, après tout, cette même honnêteté qui avait inspiré une génération entière à croire en une Afrique nouvelle, une Afrique qui ne dépendrait plus de la charité, mais qui puiserait sa force dans son autonomie. À huis clos, Goïta et Traoré poursuivaient leur rencontre, à la recherche d'un terrain d'entente. Leur conversation était privée, tendue, mais sincère. Pas d'assistant, pas de caméra. Juste deux dirigeants confrontés à l'héritage du colonialisme et au poids des attentes régionales. Pendant ce temps, le monde observait. Puis vint le jour. Une grande scène fut érigée au cœur de Bamako. Des dizaines de milliers de personnes envahirent la place. Des millions d'autres, à travers l'Afrique et la diaspora, suivirent l'événement en direct. Ce n'était pas simplement un événement politique, c'était un tournant historique.
Traoré avança lentamente vers le microphone. Le soleil brûlait au-dessus de lui, mais son expression demeurait calme, presque solennelle. Il balaya du regard cette mer de visages emplis d'attente, puis commença. Le président Goïta m'a appelé héros du Sahel, dit-il, sa voix portant au-dessus de la foule. Mais je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous dire ceci. Il n'y a pas de héros dans un Sahel ravagé par la guerre et l'injustice. Il n'y a que la lutte et la volonté de se relever. Le silence était électrique. Pas même une toux ne vint troubler ses paroles. Il poursuivit, dévoilant des vérités douloureuses. Il parla des nuits sans sommeil, des menaces sécuritaires, des disparitions sous les tirs de drones étrangers et les raids de milices. Il évoqua le sabotage économique et expliqua que le nouvel argent africain ne reposait pas sur des projets de tapac sans grave-l'œil ou des prêts étrangers, mais sur une valeur construite de l'intérieur, des coopératives agricoles locales, des villages solaires, des systèmes de fintech panafricaines libérés du contrôle occidental. Nous n'avons pas besoin d'applaudissements, déclara-t-il. Nous avons besoin de propriété. Nous n'avons pas besoin de héros. Nous avons besoin d'une unité fondée sur la vérité. Il se tourna vers Goïta, assis sur le côté de la scène. Nous ne pouvons être libres, dit-il, tant que nos voisins restent enchaînés. Mais nous ne pouvons pas non plus avancer avec une foi aveugle. Nous devons marcher ensemble, mais marcher avec transparence, avec courage et avec des yeux ouverts. Une vague d'émotion traversa la foule. Certains éclatèrent en applaudissements. D'autres restèrent silencieux, absorbant la brutalité sincère du discours. Sur scène, Goïta se leva, ému. Il s'avança lentement vers Traoré, lui tendit la main et parla doucement, pour que tous puissent entendre. « Tu as raison. Nous avons encore beaucoup à accomplir. » Ce fut un moment historique, deux anciens rivaux devenus partenaires, non par la force ou la diplomatie, mais par le simple pouvoir de la vérité prononcée à voix haute. Derrière le rideau, Mariama Diallo observait, les yeux humides. « Cela résonnera pendant des années », murmura-t-elle plus tard à Goïta. Celui-ci acquiesça, ressentant tout le poids du moment. À Ouagadougou, Fatima Diarra suivait le discours, les larmes aux yeux. Il a parlé, souffla-t-elle, et pas seulement pour lui, pour nous tous. Autour d'elle, les activistes s'embrassèrent, pleins d'espoir mais aussi de prudence. La lutte n'était pas terminée, mais désormais, ils savaient qu'ils étaient vus. Dans les jours qui suivirent, un nouveau rythme s'installa sur le Sahel. Timide, mais bien vivant. Fatima organisa une conférence communautaire pour transformer les paroles en action. Des centaines de personnes remplirent la salle improvisée, avides de directives. Nous ne pouvons pas attendre les gouvernements, déclara-t-elle en se tenant devant la foule. L'avenir n'est pas seulement entre leurs mains. Il est aussi entre les nôtres. Nous devons nous organiser, nous mobiliser, construire des systèmes qu'ils ne pourront pas ignorer. Créons des marchés, des écoles, des centres de guérison. Bâtissons des futurs Africains sur un sol africain. Au premier rang, Traoré était assis, prenant des notes en silence. Au même moment, au Mali, Goïta convoqua un sommet régional, invitant le Niger, le Tchad et la Guinée-Bissau. Nous devons apprendre les uns des autres, déclara-t-il. Nous devons construire des réseaux de résilience et non de charité. Une alliance économique panafricaine, fondée sur la confiance et la souveraineté. Un nouveau chapitre s'ouvrait. Des cendres de la division et du feu de la suspicion, quelque chose de remarquable était né. Une alliance régionale, non imposée de l'extérieur, mais née d'une douleur partagée et d'un respect mutuel. Le monde s'attendait à un nouveau conflit. Une nouvelle poignée de mains ratées. Une énième opération médiatique. À la place, il reçut quelque chose de plus difficile. De plus profond. Une confrontation honnête. Un bilan commun. Un nouveau départ. Dans les marchés de Bamako, les enfants jouaient désormais à un nouveau jeu qu'ils appelaient les leaders de l'unité, imitant Traoré et Goïta, non comme des ennemis, mais comme des frères bâtissant une nouvelle Afrique. Et à travers le Sahel, un murmure s'éleva, porté par les vents du désert. Nous n'attendons plus que le monde nous sauve. Nous nous sauvons nous-mêmes. Autour d'une table recouverte de cartes et de plans de développement, Ibrahim Traoré parlait avec une conviction qui résonnait dans toute la pièce.
Nous construisons des ponts là où il n'y avait que des gouffres, déclara-t-il lors d'une conférence de presse, d'une voix ferme et d'un message limpide. La foule répondit par des applaudissements chaleureux, sentant que quelque chose de fragile mais authentique commençait à prendre racine. Lui et Assimi Goïta avaient entamé des projets communs, de la reconstruction d'écoles rurales au lancement de programmes agricoles coopératifs. Ce partenariat, prudent, n'était pas né de la convenance, mais d'une nécessité partagée. Le Sahel, longtemps meurtri par les conflits et l'ingérence étrangère, assistait à un événement rare, une coopération régionale sans attaches étrangères. Mariama Diallo, fidèle observatrice discrète, suivait ces évolutions avec un mélange d'espoir et de scepticisme lucide. Elle savait trop bien à quelle vitesse des alliances pouvaient s'effondrer sous la pression. Surtout face à l'influence persistante des puissances internationales qui préféraient une Afrique divisée. À Ouagadougou, Fatima Diarra demeurait la conscience du peuple. Elle menait des marches réclamant transparence, justice et changement mesurable. Les mots comptent, lançait-elle à ses partisans, mégaphone en main, mais les mots seuls ne nourriront pas nos enfants. Nous sommes agriculteurs, étudiants, collectifs de femmes commencèrent à s'organiser, réclamant eux aussi leur place à la table. Le cœur du Sahel battait plus fort, et ce n'étaient plus seulement les dirigeants qui en rythmaient le tempo. Cependant, tout n'était pas sans heurts. Lors de réunions à huis clos, les débats s'enflammaient sur la manière d'allouer les ressources limitées. Un diplomate burkinabé fit valoir: nous ne pouvons pas simplement tout diviser équitablement. Chaque pays fait face à des crises différentes. Nous devons établir des priorités. Goïta, cependant, insista sur une perspective régionale. Si nous n'abordons pas nos problèmes ensemble, aucun de nous ne réussira. L'unité n'est pas un slogan, c'est une stratégie. Ces paroles résonnaient comme une vérité dure. La coopération exige des sacrifices. Aucun pays ne pouvait accumuler les victoires sans condamner les autres à l'échec. Traoré en était pleinement conscient. Son engagement envers le nouvel argent africain allait bien au-delà du rejet de l'aide étrangère. Il signifiait investir dans des infrastructures communes, dans des monnaies régionales, dans des écosystèmes technologiques africains. Il signifiait miser sur eux-mêmes. Les deux dirigeants savaient que leurs efforts seraient jugés non sur leurs discours, mais sur des résultats tangibles. Alors, ils avançaient, brique par brique, vers un avenir incertain. Le Sahel, longtemps accablé par le désespoir, recommençait à respirer. Non dans un triomphe éclatant, mais dans un optimisme prudent. Chaque petite victoire était célébrée. Un nouveau puits. Une saison agricole réussie. Une école rouverte. Mais chaque échec ravivait leur détermination. Le chemin était long. Le fardeau lourd. Pourtant, pour la première fois depuis des années, l'espoir n'était plus une illusion. Des mois plus tard, alors que le soleil se couchait sur Ouagadougou, Traoré arpentait les rues nouvellement nettoyées. Des enfants riaient et jouaient au ballon dans des places publiques autrefois abandonnées. De petites entreprises, financées par des microcrédits locaux et des fonds régionaux d'investissement, commençaient à prospérer. Il se souvenait du discours qu'il avait prononcé à Bamako. Il n'avait pas parlé de héros, mais de responsabilité, de transparence, de la nécessité de construire quelque chose de réel. À présent, en observant autour de lui, il réalisait que quelque chose avait changé. Pas tout, pas assez, mais quelque chose. C'était l'espoir. Et avec cet espoir venait le fardeau de rester vigilant. Traoré le savait, le progrès n'était pas un cadeau. C'était un combat. Quotidien. Inlassable. Right. À Bamako, Goïta se tenait seul sur le balcon du palais, regardant la lumière déclinante. Il repensa au jour où il avait appelé Traoré un héros. À l'époque, cela avait été un pari politique. Mais maintenant, ce n'était pas un geste, murmura-t-il pour lui-même. C'était un commencement. Le Sahel, il en était conscient, avait besoin de plus que de leaders. Il avait besoin de visionnaires, de bâtisseurs, de protecteurs, d'auditeurs attentifs. Et son propre héritage serait mesuré non seulement par des accords de paix ou des graphiques économiques, mais par sa capacité à avoir contribué à unir une région longtemps fracturée par la cupidité étrangère et la méfiance intérieure. À Ouagadougou, Fatima continuait de mener des manifestations. Mais sa voix,
autrefois chargé de colère, portait désormais une résolution pleine d'espoir. « Nous construisons quelque chose ensemble », déclara-t-elle devant un forum communautaire bondé. « Nous n'attendons plus de promesses. Nous semons. Nous organisons. Nous prenons possession de notre avenir. » Elle désigna les jeunes visages rassemblés devant elle. Voici le nouveau pouvoir africain. Non pas dans les capitales, mais dans les communautés. La foule rougit. À cet instant, une chose devint claire. La révolution ne se trouvait pas seulement dans les palais ou dans les discours. Elle vivait dans le peuple. L'alliance entre Goïta et Traoré restait fragile, mais elle était bien vivante, alimentée par un dialogue ouvert, par les mouvements populaires et par une conviction partagée. L'Afrique n'avait plus à choisir entre dépendance et désespoir. Elle pouvait choisir autre chose. L'autonomie, l'unité et la vérité. La route à venir serait longue, incertaine et souvent dangereuse. Mais pour la première fois depuis des décennies, le Sahel semblait l'emprunter d'un même pas. Et cela, bien plus que n'importe quel titre de presse ou hommage officiel, représentait le véritable commencement. Nous ne pouvons pas relâcher nos efforts maintenant, déclara Fatima Diarra, sa voix portant au-dessus de la foule rassemblée au cœur de Ouagadougou. Il reste tant à faire. Ces mots frappèrent profondément emplis d'urgence, mais aussi d'une flamme indomptable. Autour d'elle, les visages se redressèrent, animés d'une nouvelle détermination. Étudiants, anciens, agriculteurs, mères de famille écoutaient, non comme de simples spectateurs, mais comme les bâtisseurs de l'avenir dont elle parlait. Sa passion était contagieuse. Dans sa défiance et sa clarté, le peuple trouva non seulement de l'inspiration, mais aussi un appel à la responsabilité. Elle leur rappelait que le véritable pouvoir ne réside ni dans les palais ni dans les discours. Il vit dans le peuple, et le changement réel ne viendrait que si chacun, à tous les niveaux, se levait et participait. Ces marches étaient devenues plus que des protestations. Elles étaient des symboles vivants de résilience, de persévérance et d'éveil démocratique. Elles étaient un serment public. Nous ne serons pas dupes de beaux discours ou de cérémonies vides. Si l'Afrique devait se relever, ce serait par l'engagement populaire. Pendant ce temps, l'histoire de Traoré et Goïta, autrefois perçus comme des commandants rivaux, s'était transformée en quelque chose de bien plus grand, un symbole de ce qui devient possible lorsque le courage rencontre le dialogue. Point dans une région meurtrie par des siècles d'exploitation, de division et de silence, leur coopération représentait une lumière rare, une braise d'unité. De Dakar à Niamey, de Bamako à Bobo-Dioulasso, leur chemin résonnait, le changement est possible. Ce n'était pas rapide, ce n'était pas facile, et c'était loin d'être parfait. Mais c'était réel. Le Sahel écrivait lentement une nouvelle histoire, page après page, village après village. Les écoles rouvraient leurs portes, les marchés locaux commençaient à accepter une monnaie numérique régionale, fruit de l'initiative du nouvel argent africain. Les coopératives de femmes obtenaient des financements. Des infrastructures solaires illuminaient des villages autrefois plongés dans l'obscurité de la tombée du jour. Chaque réussite était célébrée, mais personne n'oubliait que la route restait abrupte. Avec le temps, Traoré et Goïta comprirent que le poids de leur leadership ne serait pas mesuré uniquement à ce qu'ils auraient construit, mais à ce qu'ils auraient incarné. Non seulement par leur victoire, mais aussi par leur volonté de poursuivre la vérité et l'unité, même quand cela devenait difficile. Lors d'un sommet régional final tenu à Gao, Ibrahim Traoré se tint devant une assemblée de jeunes leaders et d'anciens. Ses mots étaient calmes, mais déterminés. L'avenir n'est pas quelque chose qui nous arrive. C'est quelque chose que nous créons ensemble. Et dans cette croyance résidait la monnaie la plus puissante que l'Afrique ait jamais connue. Pas des dollars, pas des euros, mais de l'espoir, enraciné dans la vérité. Était porté par le peuple lui-même. La leçon du Sahel, vérité, unité et la construction d'une nouvelle Afrique. Au départ, cela ressemblait à un piège. Un geste politique calculé déguisé en compliment. Lorsque le président malien Assimi Goïta désigna publiquement Ibrahim Traoré comme un héros du Sahel, la classe politique de toute l'Afrique de l'Ouest retint son souffle. Était-ce un piège, une insulte déguisée, ou quelque chose de plus profond? Dans une région marquée par les coups d'État,
la méfiance et des décennies d'agendas imposés de l'extérieur, un tel geste ne vient que rarement sans arrière-pensée. Les militants craignaient une manipulation. Les diplomates redoutaient des répercussions. Certains allèrent jusqu'à évoquer des menaces juridiques, suggérant que cet hommage visait à lier Traoré à des alliances non désirées, risquant de compromettre son indépendance durement acquise. L'hypothèse était simple. En politique, un compliment est rarement innocent. Mais ce qui suivit déjoua toutes les attentes. Un renversement spectaculaire, non seulement de la perception, mais aussi des possibilités de ce que pourrait être le leadership africain. Les paroles de Goïta, loin d'être une provocation, ouvrir un dialogue plus profond. Ibrahim Traoré, fidèle à sa nature, ne répondit ni par l'arrogance, ni par l'indifférence. Il répondit avec clarté, honnêteté et force. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons cruciales, non seulement sur la politique, mais aussi sur le pouvoir, la confiance et l'avenir collectif du continent africain. La réaction initiale à l'éloge de Goïta envers Traoré fut marquée par la suspicion. Beaucoup y virent un piège politique ou une manœuvre de communication. Et peut-être, en partie, l'était ce point, mais cela ouvrit également la voie à un engagement sincère. Cela nous enseigne qu'en dépit des tensions et des divisions historiques, tous les gestes ne doivent pas être rejetés d'emblée. Parfois, le changement ne commence pas par de grands plans, mais par une simple inflexion du ton. Traoré comprit que, même si les éloges de Goïta pouvaient être motivés par des intérêts politiques, ils représentaient aussi une opportunité, celle d'approfondir la conversation, d'exiger de la transparence et d'appeler à une unité fondée sur la vérité, et non sur la convenance. Traoré aurait pu réagir violemment. Elle aurait pu ignorer l'hommage. Mais il choisit la voie la plus difficile, celle de l'engagement. Il se rendit à Bamako. Elle rencontra Goïta en face face. Elle s'adressa au public, non par des flatteries, mais avec une honnêteté brute. Il n'y a pas de héros dans un Sahel déchiré par la guerre et l'injustice.